Et finalement, les capacités extrasensorielles, ça va juste venir comme une conséquence au chemin intérieur parcouru. Et aujourd'hui, je trouve que ce chemin intérieur est beaucoup plus fascinant que la capacité à canaliser, à être en contact avec des défunts, avec d'autres êtres, à percevoir des choses que les gens ne perçoivent pas en général. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Elle ne s'appelle pas Jeannette, mais Aude. Et c'est le petit rayon de soleil qui fait rire les Jeannettes de la sphère Instagram chaque jour. Car Aude fait, entre autres, de la spiritualité humoristique, ou plutôt, comme je le dirais moi, de la vulgarisation spirituello-ésotérique, à la fois profonde, drôle et ludique. Et elle s'adresse à Jeannette. Mais Jeannette, c'est qui? C'est moi, c'est toi, c'est lui. Et pourquoi Jeannette? C'est ce que nous apprendrons dans le second épisode de son interview. Oui, teasing de fou. Si avec ça vous ne restez pas jusqu'au bout, je n'y comprends plus rien. Bref, avec Aude, on s'est rencontrés en participant toutes les deux à un stage sur les nœuds lunaires. Et depuis, je suis une Jeannette assidue, car j'aime apprendre et j'aime rire. Alors, apprendre en rigolant, que demander de plus? Et oui, il y a aussi de bons côtés aux réseaux sociaux. Je mettrai évidemment le compte Instagram de Aude dans le descriptif de l'épisode, en sachant que ces partages, comme cet épisode, font partie de la catégorie que j'appelle affectueusement pour les perchés. En tout cas, mon invitée du jour ne peut être réduite à son humour et à sa grande pédagogie. Nous parlerons aujourd'hui de son parcours, qui, par bien des détours, l'a amenée à développer son don de magnétisme et à renouer avec la magie et la féerie de la vie. Un lien coupé suite à un drame qui a ébranlé son enfance. Se sentir étranger à soi-même, se demander qui l'on est, ce qu'il y a après la mort, ce sont des questionnements universels qui nous poursuivent tous plus ou moins. Merci à elle de nous livrer son histoire et son cheminement vers la connaissance de soi en toute sincérité. C'est ça qui lui permet aujourd'hui d'ailleurs de nous montrer, je pense, comment mettre son ego de côté pour nous partager à cœur ouvert le besoin de reconnaissance qu'elle avait et qui lui donnait envie de posséder des facultés extraordinaires. Ce besoin d'être aimé, de briller, nous le portons tous en nous et tentons de le cacher aux autres et même à nous-mêmes parfois. Avant de laisser place à l'interview, vous entendrez peut-être de temps en temps des petits bruits bizarres comme des miaou, des grondements. Pas d'inquiétude, ce n'étaient pas des entités, mais les petits chats de Aude et l'orage qui passait. Coucou Aude. Salut Raphaël. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je suis super contente que ça ait lieu, enfin. Oui, merci à toi. Depuis le temps que je suis ton podcast, et puis depuis le fait de l'avoir suivi depuis le début aussi, ça me fait super plaisir de faire ça aujourd'hui avec toi. Oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés juste avant le lancement. Ouais. Merci. Alors, pour commencer, évidemment, on va commencer par une présentation. Mais on va la diviser en plusieurs parties. Donc, j'aimerais d'abord que tu te présentes de manière vraiment totalement classique. Alors, je m'appelle Aude, mon nom de famille c'est Ruther, Aude Ruther. J'ai 34 ans, bientôt 35. Je suis maman de 2 chats et un cheval. Et je déménage très prochainement pour m'installer dans le Puy-de-Dôme. Voilà, je suis lyonnaise d'origine.
Et ben je suis thérapeute, donc c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Je suis notamment magnétiseuse, énergéticienne, et j'accompagne aussi les personnes sur tout ce qui est trauma émotionnel. Donc voilà, moi j'appelle ça thérapeute en libération émotionnelle parce que c'est le nom de cette technique-là. Voilà, mais ce n'est pas... je suis pas psychologue ou psychothérapeute. Voilà, donc on va dire, dans ce milieu-là, on pourrait parler de thérapeute holistique. De toute façon, ça, c'est vraiment ce qu'on va creuser un peu après, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais bien sûr, on va voir ton parcours d'abord, etc. Et donc, pour continuer les présentations, est-ce que tu voudrais peut-être te présenter d'une manière un peu plus personnelle? Je sais pas, nous donner un ou deux indices sur ta personnalité. Qui suis-je? Alors, je pense que je suis quelqu'un de profondément joyeux et optimiste. J'ai toujours eu, même dans les moments pas très fun, plutôt sombres, cette croyance que, même cette conviction profonde que tout irait bien pour moi et que tout finirait par toujours s'arranger et que je serais toujours protégée. Je me suis toujours crue profondément protégée, même bien avant de rentrer un peu dans toute cette sphère spirituelle. Et puis, je suis quelqu'un qui aspire vraiment à la simplicité dans la vie, que ce soit autant dans mon travail, dans les méthodes que j'utilise, dans la manière dont je transmets, j'explique les choses. Et puis, je suis une éternelle chercheuse aussi. Je cherche. Je suis mon premier cobaye, en fait, dans tout ce que j'expérimente dans la vie. Je passe beaucoup de temps à ressentir, à me poser des questions, à lire, à écouter des vidéos, des interviews, voilà, je cherche. Et j'aimerais savoir, on s'est rencontrés pendant un stage d'astrologie, sur le thème du chemin de vie. Est-ce que tu saurais ou est-ce que tu voudrais nous dire en 2 mots pour toi quel est ce chemin de vie, et est-ce que c'est lié par exemple à cette recherche que tu viens d'évoquer? Alors moi, mon chemin de vie, je l'entends pas comme beaucoup de personnes dans le milieu spirituel l'entendent, où on va parler beaucoup de mission de vie, où on pense qu'on a des choses très précises à faire dans l'existence, du type, ça va souvent passer par la croyance qu'on doit avoir tel métier, voilà, des choses très matérielles, très très factuelles, et les gens ont très très peur de passer à côté de leur chemin de vie parce qu'ils pensent que c'est quelque chose à faire, à réaliser, alors qu'en réalité, c'est plus quelque chose à être. Et le chemin de vie, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait ce stage d'astrologie, j'aime énormément l'approche de Morgana, donc si elle passe par là, bisous à Morgana. Le chemin de vie en astrologie, c'est plus d'aller à la découverte de qui on est au fond et des forces qui nous dominent. C'est pas de la voyance, on va pas nous dire voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est vraiment plus une démarche d'authenticité avec soi-même, de comprendre, oui, comme je l'ai dit, quelles sont les forces qui sont à l'œuvre, et notamment quelles sont aussi nos plus grandes peurs, parce que finalement, le chemin de vie, c'est aussi beaucoup ça, c'est que les peurs souvent les plus fortes qu'on a, et qui peuvent nous paraître totalement irrationnelles parce qu'elles sont pas forcément liées à des épisodes de vie traumatisants, et ben ces plus grandes peurs-là constituent exactement la direction dans laquelle la vie va nous amener progressivement. Et moi, mon chemin de vie, il tourne vraiment autour de l'idée de trouver ma juste place entre ma place dans le collectif, dans un rôle à jouer, peut-être à travers mon travail, je ne sais pas, mais en tout cas au milieu des autres, dans la société, etc. Et ma place dans un foyer, dans ma vie privée, qui est quelque chose aussi qui peut constituer une difficulté pour moi. Et c'est pas pour rien que c'est mon chemin de vie en astrologie, comme c'est le fameux axe des nœuds lunaires.
Merci pour cette explication, parce qu'il faut savoir que déjà l'astrologie, les nœuds lunaires, c'est quand même un sujet assez complexe et je trouve que tu l'as vraiment résumé de façon extrêmement claire. Et justement, c'est entre autres aussi ce que tu fais quand même sur Instagram, c'est important je trouve de le dire, c'est vraiment de réussir à expliciter certains termes assez théoriques, clairement et simplement. J'aimerais qu'on passe maintenant au domaine de l'enfance. Donc, est-ce que tu voudrais nous dire comment tu étais quand tu étais petite? Est-ce que tu avais des passions ou qu'est-ce que tu aimais faire? Voilà. Alors, quand j'étais petite, j'étais une personnalité assez affirmée. Les mamans de mes copines avaient tendance à m'appeler la commandante. Je menais mon petit groupe de copines par le bout du nez et je ne doutais de rien sur mon autorité naturelle. Bon, voilà, la vie ensuite m'a fait comprendre qu'on ne pouvait pas gérer les gens de cette manière. Mais oui, j'ai eu une enfance en fait relativement classique. J'ai grandi comme une fille unique et je passais énormément de temps dans ma tête, fabriquer des histoires dans le jardin, fabriquer des potions magiques, à faire de la magie dans le jardin. J'avais un de mes livres préférés où dedans il y avait que des lutins et des dragons et tout un tas de créatures comme ça. Donc voilà, j'étais dans mon petit monde imaginaire. Mais en même temps, j'étais un petit peu étrangère à moi-même d'une certaine manière. Je pense que pour les personnes de ma génération, donc oui, maintenant on a la trentaine, on va dire, on n'était pas encore tout à fait les enfants que les parents écoutaient comme de véritables individus. Par exemple, c'est ma mère qui choisissait mes activités extrascolaires, mes vêtements, même si j'allais avec elle les acheter. On choisissait beaucoup de choses pour moi et pas toujours des choses qui me plaisaient et même parfois des choses qui m'ont traumatisée, comme ce cours de karaté qui a été abominable. C'est vrai que c'est une problématique que j'ai beaucoup retrouvée ensuite dans ma vie, la grande difficulté à savoir qui je suis, ce que je veux, parce que j'étais un vrai caméléon en fait. Je pouvais m'adapter à tout type d'environnement et de personnes, me passionner pour justement cet environnement et cette personne, puis m'en lasser et 6 mois plus tard ou 1 an plus tard m'en aller vers autre chose, vers d'autres personnes complètement différentes et m'adapter à nouveau et adopter complètement leur manière de faire, de vivre, de penser même, jusqu'à finalement ne plus savoir qui j'étais. Et je dirais que ce qui m'a un peu sauvée de ça quand j'étais petite, c'était la passion des chevaux. En fait, c'est vraiment la première fois que j'avais cette conviction profonde que cette activité m'attirait, que je voulais faire ça. Et en fait, c'est vraiment la seule fois où mes parents n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de dire oui, et j'ai dû négocier pendant des mois et des mois et des mois pour qu'ils acceptent de m'inscrire à mon premier cours d'équitation parce que c'était dangereux, etc. Mais j'ai vraiment insisté tellement qu'ils ont fini par accepter, et ça m'a vraiment permis d'affirmer, en fait, c'est comme un fil conducteur en fait qui m'a aidé tout au long de la vie, parce que comme tout était mouvant autour, j'ai ensuite beaucoup déménagé, j'ai changé beaucoup d'écoles, de groupes d'amis, d'activités, d'intérêts divers et variés. En fait, cette unique passion, ça a été vraiment quelque chose qui me reliait à qui j'étais, la seule chose en fait qui me reliait à qui j'étais. Puisqu'à côté de ça, je ne savais pas du tout qui j'étais. Par contre, il y avait ça, et j'étais persuadée que c'était extrêmement important pour moi en fait cette chose-là, et je le faisais vraiment pour moi, et peu importe dans quel milieu je gravitais, ce que je faisais dans ma vie, il y avait ça qui me maintenait. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à pas me perdre, parce qu'il y a eu vraiment des périodes où je ne savais plus du tout qui j'étais, vraiment. Voilà, et puis ensuite j'ai habité en Angleterre quelques années. Et puis là, ça a été, on va dire, le début des difficultés pour moi. Autant j'ai adoré être là-bas, mais à partir d'un certain stade, c'est-à-dire que j'ai vraiment
J'ai été face à l'adversité en arrivant là-bas, puisque j'avais pris 3-4 cours d'anglais et que j'arrivais dans une école primaire anglaise sans quasiment parler un mot, en étant la petite étrangère. Ça a été très difficile de m'adapter. Et puis par la suite, j'y ai vécu un drame, puisqu'une de ma quasiment seule copine, donc la seule qui s'intéressait à la petite française qui parlait pas trop bien anglais, un jour elle m'a invitée chez elle pour faire une après-midi goûter entre copines. On est parti se promener dans le village, et en fait ce qui s'est passé, c'est que en allant se promener le long de la Tamise, qui n'est pas aussi large qu'à Londres, à l'endroit où on était, dans le village où on était, mais qui était quand même une rivière assez agitée, surtout en lendemain de pluie. En fait, elle est tombée dans l'eau et elle s'est noyée, et elle est décédée. Et ça a été vraiment mon premier événement très très difficile, où j'ai été confrontée à la mort. Et ça a été vraiment 2 années qui m'ont fait sortir de cette innocence de l'enfance, dans mon petit monde féerique, dans mes petites histoires. Et oui, à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu une sorte de shift, et la vie a progressivement été moins facile, même beaucoup moins facile. Parce qu'ensuite, il y a eu d'autres déménagements, il y a eu la séparation de mes parents, qui a été très compliquée, qui s'est pas faite en une seule fois, et j'ai ensuite dû prendre un rôle qui n'était pas le mien. J'ai dû devenir une sorte d'adulte, parce que j'étais imprégnée de ces histoires d'adultes, et on me valorisait parce que je comprenais ces histoires d'adultes. Et puis de nouveaux déménagements encore, et donc oui, l'adolescence a été compliquée, la vingtaine a été compliquée, et voilà, après c'est l'histoire de la vie où c'est pas toujours tout rose, quoi, mais là je m'avance, je ne suis plus dans l'enfance. C'est vrai qu'on n'est plus dans l'enfance. Voilà. Merci pour ces partages. Si on veut clore ce domaine de l'enfance, tu nous as parlé de ton attrait pour tout ce qui était un petit peu magique, on va dire, quand tu étais vraiment très jeune. Est-ce que tu avais vécu également des choses un petit peu mystérieuses? Je sais pas, est-ce que tu avais des amis imaginaires? Est-ce que il y avait des petites choses un petit peu bizarres qui t'arrivaient? Je pense qu'il y a 2 choses dont je peux parler. L'histoire des amis imaginaires, oui, mais c'est vraiment quelque chose qui m'est revenu très récemment et qui continue à me revenir, en fait. Mais c'est tellement récent que j'aurais du mal à donner des exemples concrets. J'ai toujours été fascinée par les personnes qui, en interview, disent « Bah oui, moi il se passait telle et telle chose extraordinaire quand j'étais petite, je connectais à tels êtres, et puis ensuite ça s'est arrêté, et je me disais « Oh là là, quelle chance !» jusqu'à ce que je réalise qu'en fait c'était aussi mon cas. Ah bon? Mais en fait c'était tellement spontané, c'est que les conversations que j'avais dans ma tête, c'était pas forcément moi qui répondais à ces conversations. Et même c'est des êtres que je ne voyais pas physiquement, j'étais pas toute seule. Et en fait, c'est à ce moment-là de coupure de l'enfance à 9 ans, quand on est parti en Angleterre, que j'ai tout coupé. Et parce que là, il fallait vraiment se débrouiller dans la matière, quoi. C'était compliqué. Mais avant ça, c'est vrai que j'étais toujours entourée. C'est pas comme si j'aurais un exemple précis, un événement à donner, mais j'avais vraiment le sentiment d'être toujours accompagnée, de pas être toute seule dans mes petites rêveries, dans mes petites histoires. Et tu penses que tu t'en rends compte maintenant, parce que maintenant tu te sens justement accompagnée au quotidien, et tu retrouves ça? Alors en fait, ça m'est venu de manière assez récente par un enchaînement de petits événements. J'ai progressivement, en fait, au fil de ma reconnexion, on va dire spiritualo-énergétique, avec d'autres types d'êtres, je me suis beaucoup questionnée en fait sur mon enfance en me disant mais c'est quand même bizarre que ça me tombe dessus à passer 30 ans, alors que j'ai la conviction, j'ai vraiment la certitude qu'il y avait rien dans mon enfance. Et en fait c'est là que des petites bribes de souvenirs ont commencé à me revenir sous forme d'impressions au début, et puis d'images,
d'images un peu floues et de choses de plus en plus précises, jusqu'à ce que je fasse un soin énergétique avec une amie pendant mes vacances, et qu'en fait qu'elle me confirme un truc que je sentais au fond de moi, et qu'elle me parle justement de mon enfance et cette connexion que j'avais quand j'étais petite, et qu'elle me sorte vraiment un souvenir dont je me rappelle d'un Noël où je mettais une étoile en fait sur la dernière branche du sapin. Chaque Noël, mon père allait chercher un sapin de Noël, et j'étais toujours très frustrée parce qu'on n'avait pas d'étoile à mettre au sommet du sapin. Et pour moi, c'était important de mettre ça. Et je sais pas pourquoi, la dernière année, on a été dans cette maison avant de déménager, et là, il y avait une étoile. Alors peut-être qu'ils en avaient acheté une pour me faire plaisir ou quoi, mais je me rappelle cette seule année avoir mis cette étoile au sommet du sapin, et j'étais hyper satisfaite, c'était très important pour moi, et cette amie m'a conté en fait ce souvenir où je mettais l'étoile sur le sapin. Elle me parlait de l'importance que cette chose-là avait pour moi, parce que je savais que ça voulait dire pour moi autre chose, et que c'était lié à ces présences en fait qui m'accompagnaient, et dont le symbole était l'étoile, parce que ils sont des étoiles, en tout cas ils sont pas d'ici, et voilà, et du coup ça a commencé à enclencher un certain nombre de petits souvenirs qui sont, enfin ça a continué à enclencher le processus en fait des souvenirs, et je pense que c'est très très loin d'être fini, mais je peux pas t'en dire plus parce que c'est comme si j'étais en plein dedans. C'est vraiment quelque chose d'hyper récent. Donc de temps en temps, en conduisant, au fil de mes journées, il y a un truc qui me revient, voilà. Mais j'ai toujours été fascinée par la magie et par l'après-vie surtout quand j'étais petite. Et c'est quelque chose que j'avais déjà raconté ça d'ailleurs, mais il y avait eu des décès dans ma famille, comme dans toutes les familles. Et les personnes qui avaient vécu ces décès, notamment ma grand-mère et puis ma mère, donc il s'agissait de mon grand-père maternel que j'avais pas connu, et il s'agissait aussi de la fille de ma grand-mère paternelle. Donc théoriquement elle aurait été ma tante, mais voilà, sa fille était décédée à 18 ans. Et donc il y avait des anecdotes en fait dans la famille de manifestations un petit peu surnaturelles. Et voilà, ils en avaient 4 ou 5 sous le coude, quoi, et je passais mon temps à leur demander de me raconter encore et encore et encore et encore, comme si j'allais découvrir à la énième narration un nouvel élément de l'histoire, et que ça allait me permettre de mener une enquête pour assembler les pièces d'un puzzle. Et ça, j'étais complètement fascinée par ça. C'est vraiment... c'est comme si dans ma tête de petite fille, je menais l'enquête sur ces histoires singulières quoi de l'après-vie. Et ouais, ça me fascinait totalement. Mais au-delà de ça, j'étais pas du tout dans une famille qui était ouverte à quelconque forme de spiritualité, ni même religieuse, parce que j'ai même pas été baptisée ou quoi. On était absolument pas catholique pour dessous, donc athée complet. Donc c'est vrai que voilà, tout ça était assez limité quoi. J'ai eu une enfance très matérialiste, occidentale, classique. C'était justement la question que j'avais. Donc d'accord. Donc c'était vraiment un cadre athée. Ok. Totalement. Et donc pour continuer de façon chronologique, donc on arrive à la fin alors de la période du lycée. Comment ça s'est passé pour toi l'orientation? Est-ce que c'était facile? Et vers quoi tu t'es tournée? Ça a été assez difficile en fait, parce que moi depuis toute petite je voulais être vétérinaire, et j'ai vraiment gardé cette ligne de conduite jusqu'au lycée, jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais une bille en maths. Donc j'ai laissé tomber ce rêve-là après avoir fait des pieds et des mains pour faire un bac S. Et donc là, j'étais un petit peu perdue, parce que j'avais jamais envisagé autre chose que ça. On m'encourageait à aller faire une grande école, et comme j'aimais l'histoire, la sociologie, la philosophie, voilà toutes ces matières-là, j'ai décidé de préparer les concours de Sciences Po. Donc j'ai fait une année de prépa et je suis rentrée à Sciences Po Lyon, bien que j'aurais aimé partir ailleurs. Mais la vie en a voulu autrement, je suis restée à Lyon. Et voilà, j'ai fait mes 5 années à Sciences Po Lyon, tout en faisant mes choix d'orientation de manière complètement par défaut en fait. Ça a été que par défaut tout le temps.
Là où mes amis de la première année étaient sûrs qu'ils voulaient être journalistes ou travailler dans les affaires internationales, dans la diplomatie et tout ça, moi je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et plus j'avançais dans mes études à Sciences Po, plus je trouvais qu'en fait le système politique, tout le système en fait était écœurant. Donc à chaque fois je rayais des choses. Bon non, je veux pas être journaliste, je veux pas être diplomate, je veux pas travailler dans l'administration. Et donc en fait j'ai fait mes choix d'orientation comme ça, en éliminant tout ce qui ne me plaisait pas. Et qu'est-ce qui restait? Les métiers de la culture. Ah. Donc j'ai fait un master 2 dans l'administration des structures culturelles. Ça a été une super année parce que pour le coup je connectais enfin à des gens qui avaient une petite tendance alternative. On faisait plein d'activités entre les cours. Il y en a qui donnaient des cours de hula hoop. Enfin, vraiment, on passait pour les saltimbanques de l'école. Mais ça a été vraiment une année hyper joyeuse. Et ensuite, ça a été l'entrée dans la vie active et le travail. Et là, ça a été moins fun parce que, en fait, c'était pas ma passion du tout. Donc les études, c'était chouette, c'était intéressant, mais quand il a fallu s'y mettre vraiment concrètement, j'ai vite déchanté, quoi. Et est-ce que t'avais commencé à ce moment-là déjà un cheminement alors plus intérieur, plus psychologique? Alors j'imagine qu'après ce qui s'est passé avec cette amie quand t'avais 9 ans, peut-être qu'il y a eu déjà un suivi thérapeutique à ce moment-là. Donc est-ce que t'as commencé un cheminement intérieur? Parce que tu parlais aussi de ton intérêt pour l'après-vie. Je me demande s'il y avait aussi peut-être un questionnement par rapport à la mort qui revenait alors même pendant ces périodes-là de l'adolescence, Sciences Po. Je me rappelle, oui, il y a eu un travail thérapeutique. Mes parents ont pris une psychologue après ce fameux drame là quand j'avais 9 ans, et je me rappelle que je la jugeais énormément. On avait fait quelques séances et je me disais mais ça ne sert strictement à rien ce qu'on fait. Et en fait ça a été un petit peu la ligne de conduite, mes diverses expériences avec des thérapeutes, des psychologues, des psychothérapeutes. À chaque fois je me disais que ça ne m'apportait rien et je n'avançais pas, même si j'étais constante. En tout cas je faisais pas 2-3 séances, quoi. J'ai vraiment fait des thérapies un petit peu longues, donc c'était extrêmement décevant à chaque fois. Et sinon, oui, en fait, pour, on va dire, mon ouverture à tout ce qui est de la spiritualité, l'énergétique, ça a démarré vraiment quand j'avais 22 ans, 23 ans, grâce à un ex, voilà, à qui je rends grâce parce que c'est vraiment une personne extraordinaire. Et lui-même était sur son chemin spirituel et découvrait des penseurs comme Amra Mikhaël Ivanov, comme Krishnamurti, comme plein de penseurs des années 70, des penseurs de l'Inde, etc. Et ça m'a fascinée dans un premier temps, à tel point que je me suis même mise à chercher mes propres ressources, donc à regarder beaucoup de documentaires. C'est là que j'ai connu la chaîne YouTube Tistria que j'ai avalée en l'espace de 3 semaines. J'avais tout regardé. J'ai commencé à lire pas mal de livres, etc. Ça me fascinait. Mais en même temps, plus je m'y intéressais, plus je développais une énorme frustration. Et parce qu'en fait, tous les gens dont je regardais les interviews, dont je lisais les livres, c'était des gens qui avaient des dons et qui avaient une connexion, qui canalisaient, et qui étaient médiums et qui étaient vraiment en connexion avec ce fameux au-delà. Et moi, j'avais pas ça. Moi, j'avais pas de dons. J'étais dans la matérialité, j'étais en train de faire des études, que j'aimais bien, mais voilà. J'avais pas forcément... on peut pas dire que j'avais trouvé un sens à ma vie. Ma vie n'avait pas vraiment de sens en réalité à l'époque. Et ça a généré de la frustration parce que beaucoup d'envie, limite de la jalousie, de la part de ces gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et qui en plus semblaient avoir des vies extraordinaires, connectées à des choses encore plus extraordinaires. Donc voilà, j'ai choisi de tout fermer, de fermer les livres, d'arrêter. Ça a coïncidé avec le moment où je suis rentrée dans la vie active. Je me suis même séparée de cet ex-là. Pour moi, j'ai décidé qu'il allait trop loin, voilà, qu'il fallait se concentrer sur la matière, donc en l'occurrence mon travail, ma vie de jeune active, et j'ai rangé tout ça au fin fond d'un placard.
et je suis repartie vraiment la tête dans le guidon dans ma vie complètement 3D matériel, très 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 classique quoi. Ok. Et c'est intéressant parce que du coup en fait finalement t'es rentrée on va dire dans la spiritualité, l'énergétique, voilà, plutôt par la porte des grands penseurs. Mais finalement, ce qui t'intéressait le plus, c'était le côté énergétique qui développait, mais dont tu parlais peut-être même pas en priorité. C'était peut-être plus, oui, quelque chose à côté de ce dont tu parlais. Ouais, tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Je pense que comme beaucoup de personnes qui sont pas forcément à l'aise avec elles-mêmes ou particulièrement heureuses, qui n'ont pas spécialement trouvé de sens à leur existence, c'est sûr que toutes ces personnes qui avaient ces capacités extrasensorielles incroyables, ça me faisait extrêmement envie parce que si j'avais eu ça, en fait, c'est comme si ça m'aurait aidé à fuir ma vie d'une certaine manière. Et je pense que oui, c'est le cas de plein de monde aujourd'hui, de personnes qui commencent à pousser la porte de cet univers-là. Et j'en ai plein qui viennent me parler de ça aujourd'hui, en me disant voilà, je commence mon cheminement spirituel, peux-tu me conseiller par exemple un stage pour développer mes capacités extrasensorielles, ou quels exercices je peux faire pour développer mes capacités extrasensorielles. Parce qu'évidemment, c'est ça qui est fascinant, ça nous ramène aux contes de fées quand on était petit, ça met de la magie dans la vie, et la vie peut être tellement dure, et les émotions qu'on vit tellement pénibles, que ça semble être une porte de sortie magnifique, quoi. Juste, c'est trop beau pour être vrai, en fait. Donc oui, c'est vraiment ça qui me fascinait, et effectivement, j'écoutais Om Ram, j'écoutais Krishnamurti, mais à l'époque, ça me saoulait vite. J'étais mais quel est l'intérêt de disséquer de cheminer sur un chemin de connaissance de soi comme ça, et puis de couper les cheveux en quatre par rapport à son intériorité, etc. Est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça, quoi, le mécanisme de l'être humain? Et je faisais pas le lien encore entre cet aspect-là et l'aspect énergétique. J'avais pas encore compris que en fait c'est vraiment ça qui est le plus important, et qu'une fois que on a commencé, on s'est en tout cas engagé sur ce chemin-là de connaissance de soi, et puis de plonger à l'intérieur de soi pour aller déblayer un petit peu tout ce qui est pas joli, et c'est dès lors qu'on a fait ça qu'on commence à ouvrir nos canaux, en tout cas la plupart du temps. Il y a toujours des exceptions de personnes, évidemment, qui ont des dons, ça leur tombe dessus, etc. Mais très souvent, ces deux aspects-là, en fait, vont de pair. Et finalement, les capacités extrasensorielles, ça va juste venir comme une conséquence au chemin intérieur parcouru. Et aujourd'hui, je trouve que ce chemin intérieur est beaucoup plus fascinant que la capacité à canaliser, à être en contact avec des défunts, avec d'autres êtres, à percevoir des choses que les gens ne perçoivent pas en général. Il y a plus besoin d'être... Parce qu'à l'époque, j'aurais eu envie d'être extraordinaire. J'aurais eu envie d'avoir ça pour qu'on me remarque, pour prouver ma valeur d'une certaine manière, pour obtenir la reconnaissance que je n'obtenais pas. Et pour dire au monde, regardez comment je suis différente, comme je suis quelqu'un de bien, d'étonnant, d'extraordinaire. Et finalement, au fur et à mesure, quand on commence à s'intéresser à ce qu'on a au fond de soi et à faire ce chemin et se passionner pour ce chemin intérieur, et plus ça va et plus on se trouve ordinaire et plus on est content de l'être. Et on n'a plus besoin d'aller développer tout un tas de capacités extrasensorielles, et c'est au moment où on n'a plus besoin que on n'a plus besoin que ça nous arrive, que ça arrive. Et comment justement, maintenant tu en es arrivé à là où tu en es maintenant, c'est-à-dire maintenant tu as développé des dons, et j'imagine qu'intérieurement il s'est passé beaucoup de choses. Donc t'avais fermé tes bouquins, je sais pas si tu les as réouverts à un moment, ou qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux aspects de toi. Ouais, il s'est passé une petite dizaine d'années en fait, où
J'ai travaillé dans le monde classique de l'entreprise. J'ai eu un petit peu du mal à garder mes postes parce que j'étais profondément inadaptée au monde du travail. Alors à chaque fois, je pensais que j'avais pas trouvé le métier qui me plaisait, que c'est l'entreprise qui allait pas. Mais en réalité, je détestais tous les codes de l'entreprise, le fait, l'autorité, le fait de devoir arriver à telle heure au travail, repartir à telle heure, de devoir demander l'autorisation pour prendre des congés. Voilà, tout ce système-là, en fait, c'était vraiment insupportable pour moi. Et ma dernière expérience, ça a été 5 ans en tant que responsable communication, donc ça a été très formateur pour plein de choses, mais encore une fois, à la fin, j'ai explosé intérieurement parce que c'était toujours le même problème, je ne supportais plus le cadre qui me semblait, j'ai l'impression que c'était un vêtement trop petit, j'étais trop serrée, trop engoncée dans ce fonctionnement d'entreprise et puis dans ces rôles qu'on se donnait, le fait de s'identifier comme ça à son poste, à son travail, je donnais de la valeur à travers ça, et puis les relations interpersonnelles dans l'entreprise qui étaient tellement difficiles, avec tellement de jalousie ou de compétition. Enfin, c'était, j'ai plus supporté. À un moment donné, je suis juste partie sans projet. T'as fait une rupture conventionnelle. Ouais, ça j'ai eu ça heureusement. Et donc je suis partie et en fait c'était juste avant le premier confinement. Ah oui, c'était d'accord. Fin janvier 2020. Et donc j'ai déménagé et le confinement est arrivé. J'ai commencé un bilan de compétences et peut-être à la fin de ce bilan de compétences, complètement par hasard un jour, j'étais devant la télé et en fait j'ai senti beaucoup de chaleur dans ma main droite. Et je sais pas, instinctivement en fait je l'ai posée sur mon épaule où j'avais cette douleur dans l'omoplate, cette contraction musculaire dans l'omoplate qui générait des grandes douleurs, mais c'était une douleur chronique que j'avais depuis des années. J'ai posé ma main et puis je suis retournée à ce que je regardais à la télé. C'était Recherche appartement ou maison de Stéphane Plaza, je me rappelle bien. Une émission de haut vol. Et en fait 20 minutes plus tard, j'ai enlevé ma main et je me suis dit c'est fou, j'ai plus rien quoi. J'ai plus mal, c'est complètement détendu. Donc évidemment, ayant capitalisé plein de connaissances dans ma précédente ouverture à tout ça quand j'avais la vingtaine, ça a vite fait les liens dans mon cerveau. J'ai réitéré quelques temps plus tard parce que j'avais un gros mal de ventre. Et là, c'est pareil, j'ai posé mes mains, c'est parti tout de suite. Et je me dis, ok, c'est incroyable, ça y est, on me donne quelque chose, quoi. Yes, j'ai un don, ouais. Mais du coup, sans mettre aucune intention particulière, juste tu posais la main et si, je mettais une intention, parce que malgré tout, j'ai toujours continué à parler dans ma tête, j'ai toujours continué à avoir des petites conversations intérieures, à me créer des petits mondes, des petites histoires, etc. Donc au moment de faire ça, en fait, j'ai demandé. J'ai juste demandé, envoyez-moi l'énergie pour guérir mon ventre. Ah oui, d'accord, ok. Je sais pas à qui je parlais, je n'avais aucune idée, quoi. Mais voilà. Et donc après, de fil en aiguille, je commençais à m'entraîner sur les uns et les autres. Parallèlement, je faisais une formation longue de 6 mois pour encore changer de métier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'issue de cette formation de 6 mois, j'ai eu l'opportunité de faire un stage, et puis on a toujours cette réflexion de se dire, oui, je vais faire un stage, ça va me permettre d'acquérir une expérience pour être mieux embauchable après, pour avoir un meilleur salaire, enfin voilà, toujours ces petites stratégies. Sauf qu'en fait, au bout de 3 semaines de stage, je crois en fait que la vie s'est débrouillée pour que j'ai le pire stage possible pour moi. C'est-à-dire qu'on était en plein centre-ville, alors que j'habitais déjà à l'extérieur de Lyon, en plein centre-ville, j'avais beaucoup de trajets le matin, tout le monde avait des masques dans la rue, c'était un open space, personne se parlait dans l'entreprise, on avait beau être... C'était du développement informatique pour recontextualiser, donc voilà, un peu des geeks sur leurs ordis. On avait beau être à 2 mètres les uns des autres, on s'envoyait des messages dans le chat pour se parler. Plein de choses comme ça, et au bout de 3 semaines, j'ai dit non, mais en fait là c'est fini. Un vendredi soir, je suis partie après une réunion stratégique pour le travail à venir, et en fait j'avais une telle oppression intérieure. Là j'ai compris que c'était terminé pour moi, ce monde-là,
que je ne pourrais plus jamais travailler dans une entreprise aussi petite soit-elle. Je m'étais menti en me disant que travailler dans une start-up ce serait plus sympa que de travailler dans une grosse boîte et que forcément j'y trouverais du lien humain qui serait différent, mais c'était pas différent pour moi, c'était pareil. Et le vendredi je pars et je me suis dit bon bah c'est terminé, en fait c'est ça que je veux développer. Si j'ai du magnétisme, je vais faire que ça, je vais m'entraîner, je vais faire que ça, et puis je vais trouver d'autres choses, je vais peut-être essayer de me former. À l'époque il me restait 6 mois de chômage, mais en tout cas c'est fini quoi. Voilà, c'est fini. Et donc je leur envoie un mail le samedi en disant je reviendrai pas lundi. Je suis revenue le lundi pour rendre mon badge. Et je me suis sentie tellement libre en sortant de là. Et je me suis dit waouh, c'est vraiment le début de ma nouvelle vie quoi. Ah ouais, le premier jour du reste de ma vie. Ah ouais, c'en était un, en tout cas ce jour-là, c'est clair. Ouais. Ok, et donc t'as cherché une formation alors pour développer ton magnétisme, c'est ça? Oui, bah pas pour le magnétisme parce que ça, je m'entraînais de mon côté. J'avais de plus en plus de personnes, comme je faisais ça gratuitement pour voir sur quel type de pathologie ça pouvait fonctionner, sur quel type ça fonctionnait pas, voilà, tout simplement m'entraîner. J'étais quand même frustrée de pas comprendre comment ça fonctionnait. Ce côté instinctif, en fait, venait un petit peu agresser mon côté très un peu carré, organisé, qui aime savoir, qui aime prévoir et tout ça. Et pourtant, t'avais pas quand même fait le pas de prendre des livres pour essayer de comprendre via les livres Sur le magnétisme, jamais. Ah oui. Et en fait, ça m'est arrivé une fois, j'ai une amie qui m'a donné un bouquin sur le magnétisme, je n'ai jamais réussi à l'ouvrir. Et au bout de 3 mois, je lui ai rendu son livre en lui disant écoute, je vais pas te le monopoliser plus longtemps parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Ah ouais, c'était fou. Mais voilà, je voulais me former à d'autres choses, d'autres techniques énergétiques, déjà pour comprendre un petit peu comment ça marchait ce monde-là, parce que j'avais aucune notion pratique. Et c'est là que je suis tombée sur les formations de l'école Auby-le-Roi, donc de Yann Lipnik, qui me parlait bien parce que c'était à la fois perché dans le sens, voilà, on parlait d'énergétique, de présence, de corps énergétique, de chakra et tout ça, mais en même temps c'était très carré parce que sa technique permettait en fait à chaque fois de vérifier. On avait des outils de vérification, de tests, etc. Et donc j'ai commencé ces formations là et ça a été hyper chouette. J'ai énormément apprécié ces formations. Et en même temps, en les faisant, je savais que ce serait pas quelque chose que je ferais pour toujours. Ok. Je me suis dit ce sera une étape parce que j'aime bien cette méthode, mais je sais qu'elle me correspond pas à 100%. Donc, ça sera juste, voilà, un passage. Et en fait, à travers les formateurs qui faisaient les formations de Yann, ils faisaient aussi leur propre formation, et notamment ils nous avaient parlé de leur formation en libération émotionnelle. Et donc c'est là que je me suis inscrite, alors que je voulais continuer mon cursus en énergétique, et je me suis inscrite à cette formation en libération émotionnelle au départ pour moi, parce que je sentais qu'il y avait un tas de nœuds en moi, que je surréagissais à beaucoup de choses, que les interactions humaines étaient très difficiles. Il faut quand même se dire que quand j'ai voulu commencer à développer mon magnétisme, je me suis dit je vais faire que les animaux parce que moi les humains je veux pas en entendre parler. J'ai tellement encore de rancœur et de colère vis-à-vis de l'humanité et des humains en général. Je veux pas travailler avec des gens. Les gens c'est trop chiant. Voilà. Donc j'étais vraiment. Mais déjà petit à petit finalement tu t'es ouverte et tu t'entraînais quand même sur des humains. Oui, parce que ça venait par le bouche à oreille, des amis des parents, des amis d'amis, etc. Et en fait, ma motivation première, c'était pas d'aider les gens, c'était de savoir de quoi j'étais capable moi. Est-ce que j'allais réussir alors qu'en fait, il y a rien à réussir finalement, parce que c'est pas moi qui maîtrise l'énergie qui passe dans mes mains, ça marche ou ça marche pas, mais voilà, il y avait ce truc de se prouver à soi-même, de réussir quelque chose, ça me passionnait tellement. Pour une fois, quand même, l'autre chose qui me passionnait dans la vie, c'était l'équitation, et du coup, ça faisait un peu léger, quoi, en termes de passion dans l'existence. Donc, ouais, ça a été pour ça, et en fait, les gens sont rentrés dans ma vie, mais c'est pas moi qui suis allée vers eux dans l'optique de leur apporter un mieux-être. Et donc, cette formation en libération émotionnelle, c'était pareil, j'ai fait ces quelques jours de formation, ça a tellement été une révélation pour moi, je me suis dit, il faut que j'essaye de le faire sur les autres, quoi.
parce que en fait j'ai tellement réussi à dénouer plein de nœuds à l'intérieur de moi. Pour toi-même, tu veux dire, ouais. Parce que t'as reçu pendant cette Et oui, formation. parce que en fait, on travaillait en groupe, quoi. Donc, on était les cobayes les uns des autres. Ça a été thérapeutique. Oui, de manière assez conséquente, en fait, hein, parce que sur 4-5 jours de formation, on fait que ça à fond et t'as tout de suite vu pour toi un changement. Ouais, parce que c'était vraiment immédiat. C'était immédiat, les changements. Donc, ouais, ça a été la révélation, quoi. Et encore une fois, je me suis dit, je vais essayer ça sur les autres parce que j'ai envie de voir si j'y arrive. C'était pas dans l'optique premier d'aller aider son prochain. Pas du tout. Mais en même temps, je suis très à l'aise dans le fait de dire ça parce que je pense que c'est le cas de plein de gens. Tous les gens tous les professionnels qui sont dans l'aide à autrui, ils n'ont pas tous, en premier lieu, eu comme objectif d'aller aider les autres. C'est d'ailleurs un peu léger comme motivation. Souvent, il y a d'autres choses plus personnelles qui rentrent en ligne de compte, et c'est surtout ça qui nous fait avancer là-dedans. Mais évidemment, après, en exerçant, j'ai découvert cette gratification, en fait, d'aider les autres. Mais ça a été comme un dommage collatéral. Et aujourd'hui, c'est une vraie motivation, mais des motivations, j'en ai plusieurs, pas que celle d'aider les autres. C'est ainsi que se termine cet épisode. Dans 2 semaines, nous creuserons la méthode de libération émotionnelle que nous propose Aude. Et si nos premiers traumas avaient lieu dans la vie intra-utérine ? Une vision passionnante et intrigante, n'est-ce pas ? Pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend, je vous laisse avec un extrait du prochain épisode. Il s'est rendu compte que tous les traumatismes des gens étaient issus, non pas de la petite enfance, comme on le croit de manière générale, mais de la vie intra-utérine, c'est-à-dire de notre vie en tant que fœtus dans le ventre de notre mère. Et en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens revivent littéralement leur premier traumatisme. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.